Et donc, si on se remet le 13 novembre 2015 vers 21h47, je suis certain que vous savez tous, ou presque, ce que vous faisiez, où vous étiez. En tout cas, on était face à la terreur, à l'angoisse collective. Et là, qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est tout simplement de faire mon métier, comme Virginie l'a dit. Je suis médecin du RAID. Alors ça consiste en quoi? C'est d'être capable, avec les policiers du RAID, de rentrer dans des scènes d'attentats pour faire mon métier, qui est de m'occuper des blessés, qu'ils soient policiers, otages ou forcenés ou terroristes. Et nous, on reste, on a notre éthique médicale. Et c'est ça notre job. Alors, est-ce que c'est de l'improvisation? Évidemment, si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Non, il y a énormément de travail de préparation. Cette préparation, elle est individuelle et elle est surtout collective. C'est des années et des années d'entraînement. Alors pour les médecins dont j'avais la charge, c'est évidemment continuer à nous exercer, même si le terme n'est pas approprié, mais à travailler dans des blocs opératoires, au SAMU, nous occuper d'hémorragie, de patients angoissés, de patients qui souffrent, d'adapter ça à un autre environnement, d'autres contraintes. On ne soigne pas une hémorragie de la même manière dans un théâtre comme le Bataclan que dans le confort d'un hôpital ou d'un SAMU. Et puis, il y a toute une préparation, on va dire, plus humaine, qui est d'être totalement autonome et intégré à un groupe fait que de policiers. Et je peux vous garantir que nos diplômes, ils en ont rien à faire. Et donc, cette préparation-là, elle est aussi bien physique que tactique. Il faut, pour les médecins, non pas qu'on devienne des policiers, mais qu'on devienne des médecins capables de travailler avec des policiers, ce qui est très différent. Et puis, on a fait aussi, tu as parlé de tous les attentats qu'on a traversés, et en 2012, par exemple, après l'affaire Mera, avec le commandement du RAID à l'époque, on s'est dit, attention, la menace évolue, les menaces évoluent, et il faut qu'on puisse évoluer, nous aussi, dans notre capacité de réponse. Et j'ai fait justement évoluer la doctrine médicale pour être capable non pas de nous occuper de 2, 3 blessés, ça on le savait le faire très bien, on s'entraînait pour ça au quotidien, mais pour être capable d'être projeté sur une scène d'attentat de masse qu'on appelle maintenant, si on écoute BFM, des tueries de masse, ce qui est le terme qu'on utilisait déjà à l'époque. Et là, on avait fait évoluer des outils médicaux, des procédures techniques pour être capable, si l'occasion survenait, de pouvoir prendre en charge l'ensemble des blessés pris au piège d'un attentat. Et donc, on peut considérer qu'on était préparé. C'est grâce à cette préparation que quand nos téléphones, les beepers sonnent, donc vers 21h50, le message, il est froid. Le message, c'est attentat sur Paris, alerte générale, retour service. Mais moi, ça ne me procure pas d'émotion particulière. Je fais mon job. Je suis ni anéanti, sidéré, ni même excité avec l'adrénaline en disant il va falloir agir vite. Non, on fait notre job dans le calme. Ça consiste dans un premier temps à regagner notre base, à nous équiper, à nous tenir prêts. Et dans ce moment-là, moi j'ai une petite phrase qui trotte toujours. Elle est là, donc je vais pouvoir la relire. Mais j'ai une petite phrase qui trotte toujours dans ma tête et qui correspond exactement à ce que j'entends par préparation. Cette phrase, vous l'avez là, c'est « Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais qu'on est parfaitement prêt ». Alors une fois qu'on est équipé, qu'on est prêt à partir, tout ça c'est la routine, mais il y a un briefing où on nous dit un petit peu ce qu'on va faire et ce qui va se passer. Et là, ce soir-là, les informations, c'est qu'il y a plusieurs attentats, on fera 2 équipes, il y en a qui iront au Bataclan, mais alors combien de terroristes, de blessés, de morts, on n'en a aucune idée. Et ça ne nous inquiète pas. Au contraire, ce temps d'entrée dans la crise, on l'accepte. On accepte aussi les émotions qui commencent à arriver. Et on accepte cette incertitude, même cet inconnu. Ce que j'appelle la page blanche. D'accord ? Et le rôle du chef dans ces moments-là, c'est justement de savoir appuyer sur le frein, de ralentir. Or, si on est honnête, on a tous tendance, quand il y a des émotions, quand on sent qu'il y a une tension qui arrive, que la crise arrive, on a tous tendance à vouloir accélérer avant de comprendre et avant de faire justement ce temps de page blanche. Et pour preuve,
un exemple, c'est que dans la voiture, les 20 minutes en gros de trajet entre notre QG et le Bataclan, eh ben, on aurait pu passer notre temps sur France Info, sur le téléphone portable, pour appeler qui, je ne sais pas. Eh ben, pour éviter ça, pour éviter d'être pollué par des mauvais stresseurs qu'on générerait nous-mêmes, eh ben, on a mis de la musique. Et c'était la meilleure préparation mentale pour ensuite aller se confronter à ce qui est vraiment une crise. Et quand la crise, on va y arriver, c'est pas... alors évidemment, la crise maintenant, si on prend la presse, la crise c'est devenu un mot utilisé pour tout et n'importe quoi. Moi, ma définition de la crise, c'est que c'est quand même quelque chose de violent, qui nous fait mal, qui nous agresse, qui agresse notre organisation, qui agresse nos procédures, qui nous agresse humainement. Et le rapport de force, au début, il n'est pas du tout en notre faveur. La crise, elle est plus forte que nous. Sinon, ce n'est pas une crise. Sinon, c'est quelque chose d'autre qu'on sait faire, qu'on sait gérer, pour lesquels on a des plans. Et pour illustrer ça, quand on se gare boulevard Voltaire, juste devant la façade, on est à quelques centaines, même pas, on est à quelques mètres de l'entrée du Bataclan. On sait que les terroristes sont toujours à l'intérieur. Il y a déjà des services de police qui sont là avant nous. Et puis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Moi, mon regard, évidemment, de médecin, il est attiré par les blessés et les morts. Donc, on voit énormément de corps sur les trottoirs, passage Amelot pour ceux qui connaissent bien les lieux. Et puis, il y a des policiers, à l'angle de la rue, il y a 2 policiers qui nous hurlent « Planquez-vous, ça tire ». Est-ce que c'est une crise? Vous êtes d'accord? Ça correspond à ma définition. Oui, c'est une crise. Est-ce que même si je suis très préparé, je suis, entre guillemets, content, en tout cas, d'être là? Non, évidemment non. Et j'ai une petite phrase à ce moment-là qui m'a traversé le cerveau. Alors j'ai écrit un livre, donc j'ai eu le temps de remémorer un peu tout ça. Et cette phrase, c'était « Mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Ça veut dire quoi, cette phrase? Je vous laisse 2 secondes. C'est simplement l'expression de ma peur. Et je suis honnête. Alors, ça veut dire quoi? Que je ne suis pas courageux? On peut parler du courage. Que je ne suis pas préparé? Non, je pense que c'est tout le contraire. Au contraire, c'est sain. C'est normal d'avoir peur dans ce genre de situation. Si vous n'avez pas peur là, il ne faut pas venir. Et au raid, on ne prend pas les fous furieux qui n'auraient pas peur dans ce genre de situation. Par contre, la phrase qui suit immédiatement dans ma tête, c'est « mais je sais très bien ce qu'on fait là ». Et là, mon cerveau, en fait, il a fait un check-up inconsciemment, en quelques secondes, de la solidité de mon organisation. Ça fait des années que je suis au raid, je ne suis pas là par hasard. La solidité de nos procédures. On s'est entraîné depuis des années. Moi, en plus, j'étais jeune, presque. Mais j'étais un médecin un petit peu expérimenté. Donc, malheureusement, des cas dramatiques, j'en avais déjà vu. On s'entraînait quasiment au quotidien à gérer des blessés quand ça tire ou quand il y a des explosifs. Ça, on le maîtrise. Et puis, il y a l'humain. J'ai fait un check de « est-ce que j'ai confiance en moi ?» Oui, en tout cas, c'est trop tard sinon. Et est-ce que j'ai confiance dans mes camarades? Là, c'est le regard du matin. Quand on se dit bonjour, on se dit je fais confiance et tu me fais confiance. Enfin, j'ai confiance en toi, plutôt l'inverse. Et ça, ça se renforce dans ces moments-là. Et donc là, voilà, on a fait un check à la fois de l'organisation, des process et de l'humain. Et ainsi, je suis passé, les 2 phrases, ça dit quoi? Ça dit que je suis passé de l'émotion à l'action. Et ça, c'est terminé. Maintenant, je suis à 100% sur mon objectif. Là, la peur, elle est partie. Je vais être consacré à 200% sur ce que j'ai à faire, ma mission. Et je vous l'ai dit au début, c'est simple, l'objectif, on le connaissait parfaitement, c'est d'évacuer tous les blessés qui sont encore vivants, pris au piège de cet enfer du Bataclan, malgré la menace terroriste. Ça, c'est plus mon problème. Alors, est-ce que ça va se dérouler selon un plan? On a des plans. Vous avez des plans. Et est-ce que là, on va dérouler le plan? Alors, je suis assez d'accord avec ce grand philosophe qui, logiquement, voilà, Mike Tyson, que vous connaissez tous, même Nicolas. Mais il a tellement raison.
Parce que oui, il faut des plans, mais moi je vois, que ce soit dans mon activité médicale, dans les services de secours dans lesquels je travaille, évidemment au RAID, les plans, oui, c'est surtout pour nous entraîner, pour avoir un référentiel. Mais on sait très bien que la différence entre la vraie vie et ce qu'il y a dans le plan ou ce qu'il y a même en exercice, eh ben, c'est dans notre capacité à prendre les coups de poing dans la figure que ça va se jouer. Et donc, ben, intégrons les coups de poing dans le plan. C'est une proposition. Pas de Mike Tyson. Et c'est vraiment cette capacité qui va être déterminante, c'est la performance collective. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la performance collective face à des situations dites donc de crise. Et bien, ça va être cette capacité à avoir une exécution au-delà des plans, stratégiques, tactiques et opérationnels. Comment on va aller au-delà des plans, comment on va se transformer. Et c'est ce qui va se passer dans le Bataclan. Une transformation d'abord organisationnelle. Quand on arrive, en général, on fait... D'abord, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup en intra-service. On avait beaucoup l'habitude de travailler. Le raid arrive, on se connaît presque tous, enfin même tous. On travaillait avec des policiers qui étaient là, mais c'était souvent, on était, entre guillemets, l'équipe dirigeante de la gestion de crise. Sauf que là, quand on arrive, donc c'est pour ça qu'on crée un poste de commandement, ce que vous appelez une cellule de crise. C'est là où on va rassembler les différents intervenants, c'est là où on va comprendre, observer, on finalise ce temps de page blanche dont je vous ai parlé. Ça, c'est le rôle du PC. Sauf que là, quand on arrive dans le Bataclan, ben, le PC, je l'attends encore. L'urgence était telle, le chaos était tel qu'il n'y a pas eu un vrai PC tel qu'on le travaillait, nous, largement en exercice. L'interservice, ben, moi, mon rôle, par exemple, c'est de me coordonner avec les pompiers. À chaque fois qu'on intervient sur une prise d'otage, mon interlocuteur va être le chef des pompiers et on va se coordonner, ça ne va pas prendre très longtemps, et puis ensuite, chacun fera son job. Ben là, coordination, on ne s'est pas trouvé, pour plein de raisons, je ne sais pas le problème. Juste pour vous montrer que tout ce qu'on avait prévu, modélisé, on avait des écrans, on avait tout un tas de matériel hyper pointu pour faire des PC ultra modernes, comme vous pouvez voir dans des séries de télé. Dans le Bataclan, le poste de commandement, ça a été 3 personnes autour d'un pylône, et en quelques secondes, quelle décision, quelle tactique on va appliquer. Et ma partie, c'était de faire valider. Moi, je suis obligé, pour la partie secours, ma mission de secours qui est d'évacuer les blessés. Oui, super, mais il y a une menace. Il y a les terroristes à l'étage. Je ne peux pas faire ce que je veux, comme je veux. Je dois faire valider ma tactique de secours par le commandement du raid des policiers. Et là, il n'y a pas le temps de faire un PowerPoint. Je vous l'annonce. D'abord, je suis nul en PowerPoint. Mais il n'y a pas le temps. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que j'ai besoin de cette validation en quelques secondes. Et là, ça fonctionne parce qu'il y a eu toute la préparation. Et au-delà de la préparation, il y a la confiance réciproque qu'on a les uns envers les autres. Et donc, j'ai eu le feu vert pour organiser l'opération de secours. Sur la coordination aussi, ça a été, on pourrait dire qu'on était dans un mode plus que dégradé. Mais néanmoins, on a réussi à s'inventer dans l'urgence et dans l'innovation permanente face à une situation qui, au départ, nous dépassait. Je vous parlais de transformation organisationnelle. Si je parle aussi de transformation des procédures. Alors, je ne veux pas être très technique parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins dans la salle. Mais vous avez peut-être sûrement entendu parler, on en a aussi reparlé au moment du Covid, de triage. Je déteste ce terme. Je préfère parler de priorisation. En gros, c'est quoi? C'est un outil d'aide à la décision pour les médecins. J'ai beaucoup de blessés, de victimes. Mon objectif, c'est que tout le monde sorte le plus vite possible. Et pour ça, j'ai besoin d'être aidé dans mes décisions. Et c'est ce qu'on appelle le triage. Et on avait, depuis 2012, justement, réfléchi à des situations de tuerie de masse. J'étais allé en Norvège, aux États-Unis. Et mon seul objectif, c'était que tout le monde sorte vite. La menace terroriste fait que les tirs peuvent reprendre, tout peut exploser. Donc l'objectif, c'est tout le monde dehors. Le soin, la question médicale, elle vient dans un deuxième plan. Donc on avait retransformé un peu les outils de triage pour être moins médical et pour être plus sur l'évacuation. Et donc, la première chose qu'on faisait, on l'avait simulé
des dizaines de fois en exercice, c'est qu'on demande à tous ceux qui peuvent marcher de sortir en premier. Même s'ils sont blessés, même si c'est en rampant, ils sortent. On va gagner du temps. On a fait des études scientifiques pour le montrer. Sauf que, c'est ce que j'ai fait moi. Je ne suis pas idiot, j'applique les procédures. Et dans le Bataclan, première chose, une fois que j'ai le feu vert du patron, je fais la première mesure de triage ou de priorisation. Tous ceux qui peuvent sortir, vous venez vers nous. Est-ce que ça a marché? Eh non, pas du tout. Alors, là encore une fois, est-ce que je suis nul? Je n'avais pas anticipé, je n'avais jamais vu ce que c'était qu'un patient, enfin un blessé, stressé, si. Néanmoins, je suis sûr que ça reste une bonne décision, mais ça a été un échec pour plein de raisons. Et la principale, c'est l'état psychologique dans lequel étaient les victimes qui auraient pu se déplacer. Et il y en a plein dans les procès-verbaux qui ont dit oui, on a entendu. C'est tout. Pour ceux qui ont entendu. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas entendu. Et ça, à cette échelle-là, dans cette dimension-là, je ne l'avais pas assez anticipé, c'est clair. Mais ce n'est pas grave. C'est là où il faut se transformer. La première étape de notre priorisation n'a pas marché, on passe à d'autres étapes. Et donc là, après, c'était notre métier de médecin, donc les 2 médecins du RAID, on a dû aller dans la fosse, mais au-delà de la fosse, dans tous les endroits, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait des gens cachés partout, hein, y compris dans les faux plafonds, c'était partout. Et donc notre métier, c'était à la fois de faire de la priorisation, ensuite de faire de temps en temps des gestes de sauvetage, mais à minima. Je vous ai dit qu'on ne soignait pas de la même manière dans le Bataclan que dans un bloc opératoire, et puis d'organiser les extractions. Et j'en arrive à la 3e transformation humaine. Parce que autour de moi, j'étais entraîné à travailler avec les policiers du RAID. Super. D'abord, on se connaît par cœur, on travaille ensemble, on connaît nos procédures. Et puis, bon, je vais pas les flatter, mais ça pétille, y compris quand il y a énormément de stress. Puis physiquement, vous leur dites d'évacuer, ça évacue. À la bière, je vous raconterai des anecdotes. Mais là, autour de moi, ce n'étaient pas les policiers du RAID. Eux, ils étaient partout, réparpillés dans tout le Bataclan pour sécuriser, pour neutraliser. Et j'avais des policiers de la BAC, du commissariat, du 11e, du 10e. Et vous imaginez dans quel état ils étaient? Ah, eux, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils se retrouvaient dans une tuerie de masse que nous, on avait fait. Donc ils étaient KO debout. Pas tous, mais beaucoup, ils étaient KO debout. Or, moi, j'avais besoin d'eux. J'allais pas seul, à 2 médecins, on n'allait pas s'occuper de centaines et des centaines de blessés à évacuer. C'est infaisable. Alors comment les utiliser? Et là aussi, on ne se connaît pas, ils ne me connaissent pas. Si j'arrive avec mon statut de médecin, attendez, regarde, tiens, ma carte de visite, je suis le médecin du RAID, ça ne marchera pas. Et il faut les aider, comme j'ai fait moi à l'entrée du Bataclan, à passer de l'émotion à l'action. Leur dire, voilà, je sais que leur dire ou leur faire comprendre, je sais que c'est dur, je sais que ça ne va pas, mais j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux t'occuper de ce blessé, l'évacuer vers les pompiers qui sont rue Oberkampf, et les mettre dans l'action, les mettre en mouvement. Et ça a été exactement pareil avec les victimes. Les victimes cachées, les blessés graves, c'était... Enfin, je vais répéter pas ce que je dis, mais ça, je l'avais anticipé. C'était la partie facile, en fait, de mon métier. Ça faisait des années que je le préparais et que ça correspondait exactement à ce que j'avais anticipé. Mais les blessés, en tout cas les victimes psychologiques, ça, c'était plus compliqué. Et pareil, il fallait les emmener de l'émotion à l'action, leur faire comprendre que, ok, c'était difficile, c'était même insupportable, sûr, mais on n'avait pas le choix. Tout pouvait péter, ou les tirs pouvaient reprendre, donc c'était dehors. Et vu le nombre, je peux vous garantir que c'était pas de la psychothérapie de soutien. Fallait aller vite. Et ça, pour moi, c'est une des fonctions du leader. En tout cas, sur le plan opérationnel, c'est ce que j'entends par fonction du leader. Cette capacité, justement, de mettre en mouvement un collectif. Et je dis fonction, pas statut. C'est très important. Parce que ce n'est pas dans un organigramme, ce n'est pas défini à l'avance, et encore moins par un ordre vertical. C'est le terrain qui commande. On va suivre inconsciemment
celui qui nous inspire, qui nous rassure, qui a une attitude exemplaire, calme, authentique, parfois de l'enthousiasme aussi. Tout ça, je le mets dedans. Et tu peux mettre là. Voilà, ça m'aide. C'est des qualités, mais il y en a d'autres. Voilà. Et c'est en tout cas ce que j'attends d'un leader. Alors oui, on attend de lui qu'il prenne des décisions difficiles dans des moments difficiles, sous stress. Moi, ce que j'attends quand je recrute les médecins du RAID, c'est la qualité, enfin, dans les tests de sélection, le critère numéro 1, c'est cette capacité à prendre des décisions sous stress. Mais pas est-ce que sa décision, elle est bonne ou pas. C'est est-ce que sa décision, elle rassure le collectif et elle l'emmène. C'est ça qui m'intéresse. Après, il faudra mettre attention, il faudra faire en sorte qu'il y ait des moyens de corriger si la décision, elle n'est pas bonne. Ça, c'est autre chose. Mais avant tout, moi, dans ces situations-là, j'ai besoin de quelqu'un qui va emmener les équipes. S'il reste prostré en disant bah, « toi, ça va pas, moi non plus bah, », c'est mort. Et ça, je le connais très bien aussi dans mon métier d'anesthésiste réanimateur. J'ai compris, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai compris avec le temps bah, finalement que le blessé, le malade, la famille, ils font partie de l'équipe. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. À moi de les emmener vers l'objectif. L'objectif, ce n'est pas le malade qui va me dire où est l'objectif, c'est moi. Mais par contre, je vais le partager avec lui pour le rendre acteur de sa prise en charge. Et là, émotionnellement, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile. Et pour ça, j'aime bien dire qu'on a deux mains, qu'on utilise deux mains. Il y a une main, c'est l'empathie, et l'autre, c'est la détermination. Alors l'empathie, c'est quoi ? Souvent, quand je demande à des dirigeants, parfois on me répond, c'est se mettre à la place d'eux. Ben non. C'est faire comprendre à l'autre qu'on a compris ses émotions. Moi, si je me mets à la place de l'autre, je suis foutu. Vu le niveau d'émotion, si c'est pour avoir peur à sa place, je suis venu pour l'aider, on ne va pas s'en sortir. Et c'est dangereux parce qu'on est face à des émotions qui peuvent être très dures. Et j'ai eu des fois des émotions qui m'ont dépassé. Donc attention, on est tous faillibles. Et c'est pour ça que l'autre main, elle doit être déterminée. Pour emmener vers l'objectif, pour diriger, pour décider. Et c'est cet équilibre entre les deux mains qui, à mon avis, est essentiel. Alors ça, je ne l'ai pas appris à l'école, ni à la fac de médecine. J'ai bien cherché, mais non. Je l'ai appris à travers tout un tas d'expériences humaines, collectives, dans le sport, évidemment dans mon expérience médicale, et puis au RAID. Mais je sais aussi que toutes ces expériences, c'est pas si simple. On est dans l'humain, et l'humain, parfois, on se trompe, on fait des erreurs, il y a des échecs. Et ce qui est très important, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de ne pas avoir peur. En anesthésie, on est dans la maîtrise des risques. Maîtrise des risques, il ne faut pas que ça devienne la peur du risque. D'accord ? Les risques, on le sait, ils sont là, on fera tout pour les éviter, mais il faut les accepter. Et le meilleur moyen de les accepter, c'est d'avoir un processus derrière d'amélioration, d'en tirer des enseignements. C'est ce que j'ai fait sur les erreurs que j'ai faites. Et ça, si vous le partagez collectivement, c'est ultra puissant. Donc, dans toutes les étapes que j'ai citées, qui sont ce que j'appelle la préparation avant, l'adaptation pendant et l'amélioration après, c'est quelque chose qu'il faut essayer de vivre collectivement et qu'il faut vivre en travaillant beaucoup sur la confiance en soi et la confiance collective. Le problème, c'est que la confiance, j'ai beau chercher, alors je lis un petit peu quand même, mais pour moi, c'est quelque chose d'absolument invisible. D'accord ? L'injonction de confiance au Bataclan, hey, fais-moi confiance, je suis le médecin. Ça aurait marché ? Ça aurait marché ou pas ? Non. Évidemment que ça ne marche pas. Donc, je vais vous donner un truc que j'utilise. C'est que j'ai toujours essayé, dans les équipes avec lesquelles je travaille, c'est d'inverser le lien de confiance. C'est-à-dire passer plus d'énergie et de temps à dire « je te fais confiance ». Parce que dans le regard de l'autre, quand vous lui dites ça, tout de suite, son regard, il vous dit « mais moi aussi, j'ai confiance en toi ». Et c'est ça qui a nourri ma confiance en moi. Et quand je pense aux policiers dans le Bataclan et à d'autres situations, à l'hôpital ou ailleurs, c'est exactement sur ces principes-là que j'ai nourri ma confiance en moi, dont on a tous besoin, et vous, évidemment, en tant qu'entrepreneur et qu'en tant que dirigeant. Alors, est-ce qu'on a été performant le 13 novembre ? Je pense que oui, performance
quand on sait le drame que c'est difficile à utiliser, mais oui, collectivement, on a été performant parce qu'on s'est transformé. On a réussi à évacuer les blessés qui étaient pris au piège du Bataclan, dans la fosse, dans toutes les parties cachées, avant l'assaut, ce qui n'avait jamais été fait dans le monde. D'accord ? Et c'est ce que dit le message que j'ai reçu le samedi matin de l'autre médecin qui était avec moi et qui m'a envoyé à peu près ça, en me disant, donc il était 11h, j'ai reçu ça, merci, ensemble, nous avons réalisé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Et je vous avoue que là, j'ai versé ma larme, parce que c'est plutôt un taiseux, pour pas dire plus. Et pourquoi on a réussi ça ? Parce qu'on avait une exigence qu'on partageait ensemble, on se l'imposait au quotidien, dans notre préparation, dans notre capacité à nous adapter, dans notre amélioration. On était exigeants, et en fait, cette exigence, on l'a transformée en confiance, ce qui nous permettait d'effacer, de rendre presque invisible le contrôle. Et quand je lis dans Forbes récemment une étude de Zengler et Fachman, je crois, qui dit que la confiance dans l'entreprise augmente la performance et en particulier l'engagement des équipes, parce qu'on a besoin d'une étude. Ça, c'était ma première réflexion. Mais je me suis dit, oui, il a raison. En tout cas, ça me parle. Au regard de mon expérience, j'en suis même intimement convaincu. Ça me conforte dans l'idée de continuer avec les équipes de Zone Rescue pour partager avec l'entreprise nos expériences, pour, avec vous, trouver comment adapter, transposer les outils dont je connais la performance dans des situations du quotidien, comme dans les situations les plus extrêmes, comme je vous ai expliqué ce 13 novembre. Et mon objectif, c'est que la phrase « nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons que nous sommes prêts », finalement, ça devienne presque le symbole de sérénité et d'engagement pour vos équipes. Voilà, je vous remercie.